En partant des prédications de Mohamed Youssouf, quelle est la philosophie de Boko Haram, sa stratégie, son objectif? C'est une stratégie de rupture, d'une double rupture. D'abord, une rupture de repères, en termes de repères. Ensuite, une rupture en termes d'imaginaire. Une rupture en termes de repères, parce que Boko Haram s'oppose, comme je l'ai dit au début de mon propos, à cette école occidentale qui a été imposée par le colonisateur, il est vrai, mais perpétuée par l'État nigérian post-colonial. En disant qu'il y avait au Nigeria un système éducatif légitime, traditionnel, reconnu par tous, qui était un système d'enseignement arabe et islamique, avec les grandes écoles qu'on connaît autour de Sokoto, de Maïdougouri, dans l'état de Katsina, de Kano, etc. Et aujourd'hui, on nous impose une autre école. Et que cette école-là, maintenant, qui forme les cadres de l'État, est à la base de notre marginalisation. Parce que nous n'avons pas fréquenté l'école occidentale à la britannique, mais nous avons fréquenté l'école islamique, et que nous ne sommes pas reconnus, nos diplômes ne sont pas reconnus, nous ne pouvons pas accéder à certains postes. Donc, cette école qui est à la base de notre marginalisation, elle est tout simplement haram, c'est-à-dire illicite. Ça, c'est la rupture en termes de repères. En termes d'imaginaire, là où les autorités nigérianes sont dans une logique de l'État nigérian moderne, à la britannique, avec fédéral, etc., dans la logique de Mohamed Youssouf, ils sont dans ce rêve de l'État islamique en disant, oui, cet État islamique existait, c'était le royaume de Sokoto. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'est le cheikh de Sokoto qui est le guide charismatique, en tout cas de tous les musulmans du Nigeria, qui fixe le début du Ramadan, etc. En disant que nous voulons une résurgence de cela. Nous voulons retourner à ces repères originels. Ceci est notre imaginaire, mais pas l'État qu'on nous impose, qui a comme fondement cette école qui en forme les cadres. Donc, du moment où on est là, combattre cet État devient une obligation, mais aussi combattre tout ce qui s'apparente à cet État. L'école, l'administration, l'armée, et tous ceux qui fréquentent cette école-là, qui sont considérés d'office comme étant des complices de cet État-là. Justement, donc, pour Boko Haram, sous l'inspiration de Mohamed Youssouf, c'est un problème de système, ce n'est pas un problème de personne. Autrement dit, est-ce que ceux qui pensent que l'élection d'un président musulman, Mohamed Buhari, en remplacement d'un président chrétien, pourrait changer la donne, en tout cas dans la lutte de Boko Haram? Il y a plusieurs thèses au sein de la société nigériane, mais aussi parmi les analystes. Il y en a qui disent que le gouvernement de Goodluck Jonathan exploitait le fait de Boko Haram pour dire que les musulmans seraient dangereux, etc. Et puis il y avait une marginalisation du Nord, et de ce fait, une marginalisation politique des élites du Nord. En disant qu'avec l'arrivée de Buhari, cela va s'arranger. Mais j'ai un doute, j'ai un grand doute, c'est-à-dire que Buhari, à mon avis, a mal commencé. C'est-à-dire en voulant régler la question Boko Haram par des solutions strictement militaires, et que Boko Haram, dans sa naissance et dans sa sociogenèse, est un mouvement de demande sociale, je pense qu'il fallait commencer par la résolution des injustices et des frustrations qui ont donné naissance à Boko Haram, notamment dans les États du Nord, qui sont complètement marginalisés, etc. Ça, c'est mon opinion. C'est vrai, il faut des efforts militaires pour stopper l'avancée de Boko Haram, non seulement au Nigeria et dans la sous-région. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est important que l'on prenne en compte la perception que les élites musulmanes elles-mêmes ont du conflit. Parce qu'autour de ce conflit, comme autour du conflit malien, il y a un conflit de perception du conflit. C'est-à-dire que la manière dont nous voyons le conflit, par exemple sur les financements de Boko Haram, quand on parle de vol, quand on parle de prise d'otages, et la manière dont les élites musulmanes voient le conflit sont différentes. J'ai discuté à ce propos avec un grand cheikh de Maïdougouri, qui me dit ceci de très important. En résumant, avec une grande question que je lui ai posée sur les causes de cette radicalisation, en me disant, tout ce que tu vois en Afrique, au Mali, au nord du Nigeria, aujourd'hui au Niger, a été causé par une double porosité. La porosité de nos frontières, certes, que les militaires essaient de régler comme problème, mais aussi la porosité de nos mentalités. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis très longtemps, une conquête idéologique dirigée envers l'Afrique afin de supplanter
l'islam tel qu'il y a été pratiqué depuis des siècles et de nous imposer une vue uniformisante de l'islam, surfant sur la négation de la diversité des réalités islamiques et de nos spécificités, pour tout simplement que derrière l'étiquette islam, on avance des points de vue idéologiques et qu'on veuille nous les faire accepter par le biais de l'islam, alors que c'est tout à fait différent de l'islam et de la spiritualité.